Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous nous retrouvons 3 fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief et l'analyse de ce qui s'est passé de croustillant dans cette actualité ô combien vivifiante et vivante. Et bien entendu, pour faire cette revue, je ne suis pas tout seul puisqu'il y a ma moitié, mon partenaire de crime même, Corentin. Salut. Tu vas bien? Et toi? Ça va très bien. Bah écoute, cool. Bonne ambiance en ce moment en France en plus. Oui, en plus clairement. là, ça donne envie. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympathique. Bah justement, on va travailler, c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer tout de suite comme on le fait d'habitude, enfin comme on le fait depuis quelques numéros maintenant, puisque vous le savez, le 15 et le 16 avril 2023, il y a le Paris Fan Festival auquel nous allons prendre part. Et justement, il y a eu pas mal de nouvelles annonces d'invités entre-temps. Alors, des noms en plus que l'on connaît assez bien maintenant dans le milieu comics, et particulièrement si vous nous lisez, puisque c'est des artistes qu'on aime plutôt. Donc, alors pas dans l'ordre, mais Joffo, le copain de Joffo sera là. Oui. Donc, Joffo qui avait fait... Burnout, merci, avec Dennis Culver il y a quelques temps maintenant chez Image Comics. Spider-Man Honte de choc aussi, qui a fait effectivement ça sur Miles Morales, mais seulement sur les layouts en fait. Donc un artiste qui a commencé avec J.L. Mas notamment à faire du turbo média avec notamment la parodie de The Walking Dead, Walking Panda, et qui depuis en fait a gravi petit à petit tous les échelons de l'industrie des comics aux États-Unis. D'ailleurs, on avait fait un Super Friends avec lui, on en a même fait 2. On a fait un à la sortie de Burnout un petit peu avant. C'était d'ailleurs l'artiste qui avait ouvert notre format Super Friends il y a maintenant 5 ans déjà, et on avait reçu de nouveau, je crois l'année dernière, pour parler un petit peu de son évolution de carrière, puisqu'entre-temps, il s'est développé dans le webtoon, dans les webcomics de Marvel, et puis maintenant, en fait, il a dessiné à la fois du Future State Gotham chez DC et aussi du Time Before Time, la série de Declan Shalvey. Donc voilà, on sera ravis de l'avoir. Alors pas avec nous forcément, parce qu'il sera donc dans l'artiste allée du festival, comme d'autres gros noms, comme Matheus Santoluco, illustre dessinateur donc sur la série Tortue Ninja, et qui fait Shredder in Hell, qui vient de sortir d'ailleurs chez iComics France. Il sera sur le stand de Faribol, donc vous savez que c'est un fabricant de figurines qui a commencé à faire toute une ligne de statuettes Tortue Ninja basées sur les designs de Santoluco, et pendant le festival, et en fait ils vont designer une statuette ensemble, celle de Maître Splinter. Donc ce sera plutôt cool de venir au tout début du festival puis à la fin pour voir vraiment l'évolution du projet. Également Olivier Coipel et Olivier Vatine, donc 2 artistes français, là aussi qu'on va pas vous faire l'affront de présenter, mais si, on va vous le faire parce qu'on est effronté. Olivier, oh là là, t'as vu comment on est? Non mais Olivier Coipel, l'auteur de Straczynski, House of M, tous ces jeux de le Magic Order avec Mark Millar, et justement il devrait revenir prochainement sur le 4e numéro de The Ambassadors, la nouvelle série de Mark Millar qui arrive cette fin de mois de mars, début avril. Olivier Vatine qui est plus dans la franco-belge, mais qui a fait récemment un super numéro de Hellboy et B.P. Hardy, La Nuit des Cyclopes, Night of the Cyclops, qui a eu le droit à une édition tirage de tête de luxe, machin, tout ça, aux éditions Black and White. Je crois qu'elle coûte 200 balles. C'est hyper cher, mais c'est c'est du gros tirage de tête, machin. Et l'histoire en vrai, elle est vraiment super cool, puisque justement, il fait un peu son style pour s'adapter à Mignola, sachant que il l'a travaillé avec Mike Mignola pour le coup. Il a aussi fait du Star Wars. Ouais, mais Star Wars, c'est vieux, quoi, maintenant. C'est plus... il a aussi fait du 6-2-3. Il a, oui, non, mais il a fait plein de trucs, mais je veux dire que ça, c'est ses anciens travaux c'est bien de le dire, mais pour moi, maintenant, Vatine, c'est La Belle Mort, c'est Comics Bureau, c'est le Hellboy and B.P. Hardy. C'est mieux de parler aussi des trucs plus récents, je pense, mais effectivement aussi, il avait fait du Star Wars, effectivement. C'était peut-être un des premiers Français à avoir dessiné sur cet univers, d'ailleurs, à l'époque, je crois, si ma mémoire ne me trompe pas. Ensuite, et c'est là quand même la grosse nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis longtemps, vous avez fait du teasing depuis longtemps, mais donc nous serons présents. Comics Blog avec Bubble aura un stand sur place, et on aura l'immense plaisir, l'honneur, que dis-je, et on est très content d'accueillir plusieurs membres du label 619 avec nous. Donc il y aura Run, il y aura Guillaume Singelin, dont le Frontier sortira 3 jours avant, il y aura également Nayef le samedi, et dimanche il y aura Pivoine, qui est l'un des jeunes dessinateurs recrutés par le label sur la revue Low Reader.
Donc voilà, juste trop heureux de les avoir avec nous. Donc pour des séances de dédicace, là on vous le dit déjà là, même si je ferai un article sur Comics Blog pour expliciter les conditions de dédicace, mais vous l'aurez compris, Frontier sort 2 jours avant, donc prenez-le sur notre stand pour vous le faire dédicacer par Guillaume Singelin. Ne l'achetez pas en amont, puisque voilà, le but dans ces salons, vu que ça coûte quand même des sous pour nous de venir sur place aussi, forcément c'est d'essayer de perdre le moins d'argent possible. Donc en fait il y aura des albums en vente sur le stand et a priori on va vraiment faire une condition de dédicace sur un album acheté avec un ticket pour l'album. Donc on vous explique ça, mais tout ça en tout cas pour vous dire que voilà, s'il vous manque quelque chose dans les collections de ces artistes, eh bien ne les prenez pas en amont, prenez-les chez nous, de toute façon ce sera le même prix, donc ce sera encore mieux. Et aussi Sylvain Repos qui sera de la partie, et ça c'est trop cool également. Donc Sylvain Repos qui a fait Yojimbot, sa première BD en tant qu'artiste complet. D'ailleurs, premier tome qui a reçu un prix de OFI BD, Fauve Jeunesse, donc ça c'est vraiment super cool. On attend le tome 3 qui devrait arriver cet été, je crois. Sylvain, on a fait aussi plusieurs Super Friends avec lui déjà, il est même venu parler de films avec nous, donc c'est un copain, c'est la famille. Et si vous n'avez pas découvert Yojimbot, pareil, ce sera l'occasion de le faire sur notre stand. Donc on vous donne rendez-vous les 15 et 16 avril au Parc des Expositions Porte de Versailles, et on vous donne de toute façon plus d'informations à l'écrit aussi sur comicsblog.fr pour les détails avec Bubble de notre organisation, sachant que, je vous le dis aussi, ce n'est pas fini en termes d'invités sur notre stand. Il y a encore d'autres personnes. Alors, sans spoiler, il y aura Johan Cavege, l'ami Johan, forcément, qui a fait Moundir chez Bubble Edition. Il sera également là. Mais il y a encore d'autres artistes qu'on accueillera en tant que libraire avec Bubble dessus. Et ce sera donc plutôt cool. Voilà. Bah oui, ça a l'air cool tout ça. Ça a l'air bien cool. Beau programme, plein de gens que j'aime bien. Voilà, tant mieux. Et il y aura des conférences aussi qui sont en train d'être organisées, donc on reviendra là-dessus également dans les 3 prochaines semaines, puisque mine de rien le temps va passer très vite et ce sera bientôt l'heure de se retrouver au festival. Donc Corentin, j'espère de tout cœur que tu pourras te libérer pour être avec nous. Ensuite, du côté des autres annonces dans l'événementiel, parce qu'il se passe plein de trucs en France en ce moment, c'est incroyable. Juniba qui est en tournée pour la sortie de Monkey Meat, ça c'est plutôt cool aussi. Oui, une tournée organisée par Panini Comics pour la sortie de cet album, cette compilation de la mini-série de Juniba qui a été publiée là, tout récemment. Oui, regarde, il est dans ma main. C'est un service presse ou tu l'as acheté? C'est ça, non, c'est un service presse. Ah voilà. Ça veut rien dire alors Arnaud ça. C'est reçu, je l'ai reçu il y a 2 jours littéralement. Sorti le 22 mars, c'est ça exactement. Alors les dédicaces tomberont le 24 mars à Paris 11e et je vais pas tout vous lire. C'est aujourd'hui de toute façon. Alors on enregistre, exactement. C'est aujourd'hui. Alors d'ailleurs vu que je vais mettre le podcast tout de suite en ligne après, techniquement vous avez peut-être encore le temps si vous êtes à Paris de rattraper votre retard et de avec filer. des lettres Bastille du coup. Voilà. Mais sinon voilà, ça court jusqu'au mois de juin. Monkey Meat, rapidement, c'est donc l'histoire d'une corporation qui travaille dans le monde de l'alimentaire et qui gouverne une petite île où sont fabriqués ses produits avec d'une main de fer et avec énormément de cruauté. Ça brasse beaucoup de sujets qui sont liés à l'industrie alimentaire aussi, mais au corporatisme en général, au capitalisme déliquescent, à la dystopie, dans un monde très particulier avec des singes savants, avec des créatures cruelles, des mutations génétiques. Et plein de références pop culture, voilà, sur le header qu'on avait fait pour l'article des dédicaces, vous retrouvez notamment une référence très appuyée à Naruto. Il y a un numéro quasiment entièrement consacré à une référence à Naruto. Et oui, donc ça brasse plein d'influences diverses et variées. C'est très absurde, c'est très bien, c'est très beau, c'est un peu le bordel. On avait déjà eu l'occasion d'en parler et ça appuie justement le fait que Juniba est un nom qui fera surveiller du côté du marché français et américain d'ici les années à venir. Très bien, merci Corentin. Donc de toute façon toutes les dates sont sur la page de Panini ou sur notre site Comics Blog, on a relayé l'information, donc on vous encourage à aller découvrir cette BD qu'on réabordera très certainement dans un Back Issues VF, mais voilà, c'est BD un peu bordélique mais radical dans sa proposition et très généreuse, et donc c'est déjà un des coups de cœur de l'année de toute façon. En tout cas, en ce qui me concerne, Corentin n'est pas d'accord, mais Corentin... On en parlera. Non, on en reparlera très bien. Et on espère, c'est vrai que techniquement, j'y réfléchis maintenant que je devais essayer de trouver un créneau d'interview avec Johnny, mais ça ne s'est pas fait. En tout cas, pas à l'heure actuelle. Bravo. Super. Voilà. Ça arrive comme ça, mais rien n'est perdu et rien n'est jamais perdu. Ensuite, autre rendez-vous important à venir. Juste, excuse-moi, je le place maintenant parce que j'ai pas vu dans ton programme que tu l'avais noté. Juniba qui sort un nouvel album bientôt. Oui, aussi, oui. Chez Dark Horse, donc en VO, évidemment, en roman graphique. The Unlikely Story of Felix and Macabre avec le scénariste
plutôt lettreur en général, Hassan Ostman est là-haut. Qui est aussi le rédac-chef du magazine numérique Panel Cross-Panel. Exactement. Donc c'est l'un des premiers essais de alors c'est compliqué à dire à chaque fois, Ostman est là-haut au scénario. C'est l'histoire d'un jeune homme dans un monde de monstres qui s'organise des combats sportifs façon catch. Le jeune homme, en l'occurrence, est victime de bullies, de brutes dans son école. Donc il va aller voir une ancienne légende de la discipline pour apprendre à devenir un garçon un peu plus fort, un peu à la Loba Loca. Et ensemble, ils vont visiter les anciens adversaires, anciens amis, anciens rivaux, anciens ennemis de Macabre, le vieux guerrier, dans un univers qui a l'air très riche, très dense, un peu barré aussi, puisqu'on nous parle d'un monstre qui crache des petits soldats médiévaux. Donc voilà, ça a l'air aussi générique d'habitude avec Johnny Ba, et ça sort en octobre 2023 aux États-Unis. C'est pour ça que je voulais pas forcément le mettre tout de suite. Oui, mais l'annonce est récente. Oui, c'est vrai. L'annonce est très récente et ça arrivera cet automne. Donc on en reparlera également. Ensuite, donc je disais, autre événementiel qui est super cool, c'est à Amiens que sera présent un invité de marque, un certain, enfin, c'est pas Marc, du coup, il s'appelle pas Marc, hein, mais peut-être que le mec qui l'a invité, pardon, ça peut-être qu'il s'appelle Marc, voilà. Effectivement, peut-être que c'est Marc Damien qui pardon. Marc Damien. Mais c'est Sean Phillips, du coup, pardon. Oui, tout à fait. Faisons pas de blagues. Alors, c'est d'ailleurs, tiens, c'est j'avais envie de dire une auditrice régulière des podcasts First Print. Oui, qui est Manon. Exactement, Jubilee 96, qui s'est occupée de l'expo. Donc voilà, qui effectivement est une grande fan de la saga criminelle Mo Baker Phillips, qui a décidé de proposer à monsieur Sean Phillips de venir en France à l'occasion d'une exposition qui lui a été consacrée, parce que Phillips est un artiste virtuose au crayon et au pinceau. Bon, est-ce qu'il faut que je présente Sean Phillips? Oui, il faudrait que je présente Sean Phillips dans l'absolu, parce que personne n'a lu Criminal dans autant de gens qui nous écoutent. Mais si. Non, mais pour résumer, voilà, c'est un artiste britannique. Oui. C'est une bonne surprise pour beaucoup de gens. Sean Phillips est britannique, qui a commencé sa carrière chez Judge Dredd et chez Vertigo, comme beaucoup de Britanniques, qui après a bifurqué chez Wildstorm, un peu chez DC Comics aussi, et chez Marvel, et qui surtout est connu pour son duo avec le scénariste Ed Brubaker, avec qui il a réalisé quantité d'albums, Sleeper, Incognito, Fatal, Pulp, Velvet, The Fade Out, Velvet pas du tout, pas Velvet. Non, ça c'est Steve Epting. The Fade Out, The Reckless, voilà, effectivement, et tous les criminals depuis Icon puis Image Comics. Et bientôt Night Fever. Voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il est en contrat d'exclusivité avec Image Comics dans le cadre justement de son partenariat avec Brubaker. Récemment, son fils Jacob Phillips fait parler de lui, et surveillez les podcasts First Print si ce nom vous intéresse. Fait parler de lui justement avec l'arrivée de son talent de coloriste dans le duo Baker Phillips, et on en a parlé aussi récemment avec justement la sortie de aide-moi Urban Comics New Burn, le détective, voilà, avec Chip Zdarsky. Bah alors. Donc voilà un très grand nom du dessin, qui a fait du Hellblazer, qui a fait les Marvel Zombies, qui a fait beaucoup de choses très importantes dans l'histoire des comics, qui a été là à plusieurs moments où des révolutions de l'industrie, donc qui va venir en France pour l'une des premières fois, je crois. C'est super cool. On va évidemment essayer d'aller à Amiens pour l'interviewer, pour le rencontrer au moins, pour respirer le même air que lui. Pour le re-rencontrer. Voilà. Et a priori, Charlie Adler sera là aussi, en compagnon de Visi, donc Charlie Adler qui était artiste sur Walking Dead. Voilà, enfin c'est cool. Et qui prépare d'ailleurs une BD, je sais plus dans quel communiqué de presse je l'ai vu passer, mais il prépare quelque chose avec un éditeur français. Je sais plus si c'est, mais peut-être que j'ai pas le droit de le dire, donc je vais pas dire le nom de l'éditeur en fait. Mais il est en train de préparer un nouveau truc, voilà, donc ça va être cool. Ça a l'air plutôt cool. Ouais, ça a l'air bien. Ouais, mais du coup je vais me taire. Donc voilà, merci. Et donc les rendez-vous de la BD d'Amiens, ça court sur plusieurs périodes, mais a priori Philippe sera là le 3 et 4 juin prochain. Yes, et à voir si on sera à Amiens. Et je sais qu'il y a de la Fraissinet. Il y a des auditeurs qui nous attendent à Amiens. Et peut-être ce sera l'occasion d'aller boire des coups là-bas. Corentin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'Incal? T'as toujours pas. Tu me fatigues. Lis les bonnes BD, Arnaud. Mais je l'ai reçu. Oui, donc l'Incal, effectivement, pourquoi Arnaud me demande de faire cette introduction, parce qu'il y a un jeu de plateau qui arrive avec l'univers de l'Incal. C'est un jeu de société, c'est pas vraiment un plateau, c'est plus un jeu de cartes. Donc l'Incal, c'est l'histoire, effectivement, c'est l'histoire de Alejandro Jodorowsky et de Jean Giraud, qui se sont associés ensemble après avoir collaboré sur le film, la tentative de film Dune, qui n'a pas été au bout de son projet. C'est l'histoire de John D. Fool, une sorte de petite frappe, un peu détective, un peu escroc,
qui va être mis en contact d'une sorte de cristal un peu tout puissant qui donc serait l'Incal, et autour desquels gravitent énormément de convoitises de différentes factions dans un monde dystopique futuriste et un monde de space opéra où l'être humain a majoritairement conquis le cosmos à l'exception de quelques espèces aliens. Donc voilà, c'est une sorte de longue épopée avec différents commentaires sur la société, la vision transcendantale de Jodorowsky sur les perspectives à ouvrir avec ce à quoi correspond l'Incal lui-même. C'est la naissance du métabaron, c'est plein de choses. C'est un univers qui est en train d'être rebooté récemment, Agrandi récemment avec, aux États-Unis avec Humanoids Inc. Donc voilà, c'est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée française et l'une des toutes grandes œuvres de science-fiction de tous les temps. De tous les temps, effectivement. Et donc c'est adapté en jeu, donc c'est un jeu de... un film avec Taika Waititi aussi. Oui, effectivement, mais alors ça, on va peut-être, ne pas en parler, oui, je suis d'accord. Ne pas en parler, effectivement, parce que je pense que ça peut faire flipper pas mal de monde. En tout cas, s'il adapte l'Incal avec la même énergie qu'il a fait le run d'Aaron sur son Thor Love and Thunder, effectivement, je pense que ça peut faire flipper. Mais bref, tout ça pour vous dire que donc il y a un jeu de société qui est en financement participatif et avec voilà, donc c'est avec les humanoïdes associés, c'est sous licence officielle et tout ça. Et on salue César qui est avec nous sur le projet et donc on a envie d'en parler un petit peu puisque voilà, on donne toujours un petit coup de pouce et si c'est un univers de bande dessinée qui vous plaît, il y a moyen que ça vous plaise parce que là le but en fait c'est que c'est un jeu qui est coopératif où en fait vous incarnez en fait tous les personnages de cet univers, en tout cas il y a Deadpool, il y a tous ces personnages là et le but c'est justement de faire le rituel qui permet de transfigurer l'Incal, sachant qu'en fait il y a des ennemis qui sont donc différents à chaque partie et en fait c'est un jeu de coopération, c'est-à-dire que chaque joueur a son set de cartes et peut visiter une planète et avoir des jetons l'Incal, sauf que t'as pas le droit de dire en fait ce que t'as pas le droit de dire, mais tu dois quand même parler avec les autres joueurs pour en fait faire comprendre si en fait à la fin du tour en fait vous pouvez révéler vos jetons pour faire le rituel de transfiguration. Comme mais du Kems, coup c'est quoi. Hein comme un Kems. Ouais, peut-être moins avec des clins d'œil et moins de grattage de joues dans le truc quoi, mais ouais, pourquoi je pense que c'est un petit peu différent quand même, en tout cas. Comme le Secret Hitler. Secret Hitler, tu connais pas? Non, ça je connais pas. Vachement bien comme jeu, ça pourrait te plaire en plus. Ouais. Oui, forcément. C'est fourbe. Oui, effectivement, alsacien. Mais du coup, les créateurs, c'est Manuel Rozoy qui a fait Time Stories et Guillaume Montiage qui a fait notamment un Nefertiti ou Yucatan. Donc c'est en fait, si vous êtes dans la communauté de jeux de société, je pense que c'est des choses qui vous parlent parce que c'est des jeux qui ont connu un très grand succès et qui laissent augurer du coup d'une bonne qualité pour retranscrire cet univers. C'est en soutien donc sur Kiss Kiss Bank Bank. En plus, la boîte de jeu de base elle est vraiment c'est un prix qui est très très abordable, ouais, c'est une 30aine d'euros, donc c'est encore en financement jusqu'à là encore quelques jours à l'heure où on met ce podcast en ligne. Ça a été financé avec succès, mais voilà, le but c'est toujours d'avoir plus de paliers, notamment pour débloquer d'autres types de vilains en fait qui peuvent intervenir dans chacune des parties, sachant que c'est des parties qui durent une demi-heure en moyenne, donc c'est avec à chaque fois un changement forcément vu les cartes distribuées. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa et forcément avec les illustrations de Mobius, puisque c'est un jeu sous licence officielle. Donc on vous en parle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description de ce podcast. Autre chose, ou à lire la BD qui est disponible en une intégrale d'ailleurs, qui reprend les 6 tomes. Tout à fait. Voilà, c'est incroyable. Cool, tu vas pouvoir t'y mettre. Bah oui, mais en plus elle est sur mon bureau là-bas. Je te rappelle. Depuis 3 ans. Non, depuis 3 jours. Depuis 3 jours, espèce d'enfoiré. Allez, Corentin, autre chose que je voulais un peu parler. Là, c'est plus mon côté scientifique qui parle. Mais ça me fait plaisir justement de pouvoir en parler. C'est une revue scientifique qui existe maintenant depuis 2 bonnes années de mémoire, qui s'appelle Epsilon, qui a été fondée en fait par des anciens de Science et Vie qui en fait ont décidé de quitter le navire quand la rédaction a été rachetée par Reward Media, qui est une énorme compagnie de médias en fait qui pense en SEO et infotainment et qui est propriétaire de sites comme Melty, pour vous dire un peu la façon de penser de ce genre de médias, ce qui est un peu aux antipodes de celle qu'on apprécie en général. Et en fait, c'est juste que voilà, ils ont décidé de quitter le navire, sachant que Science et Vie depuis, en fait, il y a plus de journalistes parce qu'en fait, ils emploient pas des journalistes, c'est-à-dire qu'ils emploient en fait des rédacteurs de contenu. Donc c'est vraiment
la façon de voir en fait la production d'articles sur internet qui sera bientôt dépassée par les IA, hein, tout simplement, parce que c'est un peu vraiment on pense en termes de SEO, de mots clés et tout ça. Et donc ils ont fondé cette revue scientifique après pour poursuivre leur carrière et avoir en fait une littérature scientifique de qualité dans les kiosques, et surtout que voilà, dans chacun des numéros, tous leurs articles, en fait, ils vont à la rencontre des chercheurs, ils vont à la rencontre des personnes qui font la recherche pour agrémenter leur texte. Donc c'est quand même une démarche de qualité qui est là, qui est vraiment importante. Quand ils font des erreurs, ils le disent au numéro d'après et ils font leurs correctifs. Donc voilà, moi je trouve que c'est une revue qui est super intéressante à suivre, et je suis abonné même si j'ai 12 numéros de retard à lire. C'est un truc super intéressant, et surtout que là ils sortent un hors-série, donc sur les super-héros et sur les super-pouvoirs. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Long préambule. Où tu voulais en venir. Ah oui, non mais voilà. Et donc en fait avec un numéro donc spécial super pouvoir, en fait, où ils prennent l'angle à la fois de c'est quoi les super pouvoirs, on va dire, dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des créatures, des animaux, des choses comme ça qui ont des capacités assez incroyables, qu'on pourrait assimiler à des super pouvoirs dans nos imaginaires de fiction. Et il y a aussi tout un dossier sur pourquoi en fait nous en tant qu'êtres humains on aime les super héros, avec pas mal d'experts qui sont interrogés, dont William Blanc par exemple, qu'on avait reçu en podcast pour notre thématique sur les politiques et la comics, donc Xavier Fournier évidemment aussi. Donc voilà, tout un tas d'intervenants qui s'expriment là-dessus, et donc ben voilà, c'est à retrouver en kiosque en ce moment même. Et ben voilà, big up à toute la rédaction d'Epsilon, parce que c'est vraiment très très cool le travail que vous faites. Corentin. Oui. On va passer maintenant du côté de la VO après avoir listé tout ce qui se passe un petit peu en France en ce moment. Bonne nouvelle pour les fans de Cullbard, dont je crois tu fais partie, puisque la série World's End est de retour chez Boom Studios. Absolument, ouais. Ça fait quelques années, donc le dernier volume était sorti. Il y a 3 volumes de World's End jusqu'à présent, une partie d'ailleurs, ou même tout, a déjà été édité chez Kinaï. Deux chez Kinaï, ouais. Seulement. Donc pour rappel, le monde de World's End est un hommage digéré et construit au roman La Guerre des Mondes de H.G. Wells, en fait, simplement l'un des plus grands référents littéraires pour parler d'invasion alien sur Terre, dont Alan Moore a déjà rendu hommage avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Orson Welles aussi, etc. Donc, et qui a été adapté par Spielberg, et qui a été adapté à plusieurs reprises dans l'histoire du cinéma et tout. Là, c'est la version de Cullbard et de effectivement Abnett, dans l'idée en fait de positionner l'invasion des extraterrestres en question au début dans l'Angleterre un peu victorienne, l'Angleterre rurale surtout, c'est très important, et une Angleterre d'animaux anthropomorphes qui sont tout mignons, ils sont tout sympas, ils sont tout gentils. Donc c'est un peu des pecnos animaliers face à des aliens qui ressemblent à des espèces de lampadaires à tentacules. C'est trop beau. il faut lire ça. L'imaginaire est vraiment excellent. Donc on vous encourage vraiment. D'ailleurs, on en avait parlé lors de la sortie du premier tome en VF chez Kinaï dans un back issue. Vous pouvez rechercher sur notre site. Mais oui, c'est vraiment super chouette comme bande dessinée. Exactement. Et donc voilà, la suite entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de narratif très 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 suivi dans le sens où c'est anthologique en fait. C'est différents groupes de personnages face à l'invasion. Là, c'est des marins qui sont partis en mer et qui donc n'étaient pas là quand les aliens sont arrivés, et qui vont revenir à quai et découvrir que le monde qu'ils ont laissé a changé un peu, et probablement ensuite reprendre la mer pour essayer d'échapper au truc et être poursuivis. Donc une aventure plus maritime cette fois-ci, qui encore une fois cadre avec les obsessions littéraires de Cullbard. Et pareil, cette espèce de côté rendre hommage un peu à tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a toujours voulu faire. Donc c'est chouette. Moi, il m'avait déjà de toute façon dit que c'était un peu l'une des prochaines étapes quand j'avais pu le rencontrer la dernière fois. Faut savoir que même s'il a écrit scénario by Dan Abnett et art by Ian J. Cullbard, c'est les deux qui composent l'histoire ensemble. C'est un ping-pong, c'est un vrai duo. Et c'est pour ça que leur collaboration fonctionne bien et qu'ils continuent de travailler ensemble. On espère que maintenant Kinaï pourra continuer à proposer ce projet de notre côté du monde, et que si vous êtes curieux, que vous aimez les pecnos animaliers et les aliens lampadaires, vous irez jeter un œil à la série. Yes, très bien. Autre suite de série, ou de retour, c'est Joe Casey, dont je sais que tu es aussi fan, Corentin, qui revient avec une suite à Butcher Baker. Ouais, une continuation plus qu'une suite en fait, mais tout ça est très métaphorique. Donc Butcher Baker, le redresseur de tort en français, c'est sorti chez Ankama. Au label chez 119 à l'époque, effectivement, il y a 10 ans, un peu plus même, je crois 12 ans, 11 ans.
Il y a même une review vraiment à l'ancienne de Comics Blog, justement le site à l'époque où nous n'étions pas du tout là, même pas du tout dans l'écriture de news de comics. Donc c'est l'histoire en fait d'un justicier parodique, un justicier patriote parodique à la Captain America, aussi un peu à la Frank Castle quelque part, un justicier rockstar qui a bastonné Al-Qaïda, issu d'un programme de super soldats, un cœur robotique, je crois qu'il a un cœur motorisé, c'est un peu comme un camion. Il conduit d'ailleurs un camion énorme aux couleurs des États-Unis, un peu comme Kid Rock, enfin comme un gros beauf en fait. Et donc voilà, c'est une parodie en fait du principe des héros américains. Il y a même un petit côté shirtless bear fighter, parce que c'est du cul, de l'absurde, enfin c'est du cul, il y a un peu de cul, il y a de l'absurde, il y a de la violence gratos et vraiment beaucoup de sens de l'autoparodie. Et parce que Casey en fait il fait généralement ça, c'est un mec qui a du mal à écrire justement des super-héros de manière frontale, il a toujours besoin de les tordre pour raconter un truc particulier dessus, comme dans The Bounce par exemple, où Spider-Man devenait un junkie, enfin un Spider-Man était junkie, ou dans Sex, où un Batman arrêtait d'être Batman le jour où son sidekick se fait chlasse. Sauf que là, au lieu de revenir 20 ans plus tard en mode bien musclé, bien vénère, il dit peut-être que je vais essayer de trouver la paix intérieure et de baiser. Et donc c'est un peu ça l'esprit de Joe Casey en fait. Et donc là, il exercice une partie de ce qu'il avait envie de finir de raconter avec les super-héros en faisant une histoire donc où il va raconter la vie en fait du fils illégitime, du fils bâtard, du fils caché de Butcher Baker, double Junior Baker. Tout à fait, Junior Baker, voilà, qui lui a priori n'a pas de super pouvoir et vit dans un monde, donc c'est un journaliste de terrain, un gonzo journaliste, donc un mec qui va par exemple sur le lieu d'un incendie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, un enquêteur en fait, journaliste, comme Hunter S. Thompson ou comme Spider Jerusalem, et qui là en fait va découvrir qu'il y a une affaire sur laquelle il travaille qui serait liée justement au monde des super-héros dans un monde dans un moment de la culture où les super-héros commencent à être une chose du passé. Et Casey explique en interview que il pense que les super-héros en fait ça a fait son temps de son point de vue hein, évidemment, que les adultes continuent à travailler dessus parce que en fait il y a ce côté nostalgie de la jeunesse où quand on était gamin on adorait ces personnages en couleur costumés, idéal de bonté, de force, etc. Mais quand tu grandis, en fait, le spectre des émotions que couvrent les super-héros est trop restreint pour un auteur. Et qu'en fait, les auteurs se forcent à continuer parce que, il y a évidemment un facteur commercial, mais qu'en fait, à un moment donné, le destin naturel d'un scénariste, c'est de bifurquer, d'aller raconter autre chose. Ce qui est pas du tout idiot, en demeurant. Mais lui, il décide de prendre cette idée-là et de la mettre en fiction. Donc après, il prend un monde où les super-héros, commencent à être un peu des has-been, à être un truc dont le monde humain ne veut plus. Avec un mec qui est le fils d'un super-héros, donc entre guillemets qui a été élevé avec un idéal super-héros comme Joe Casey lui-même, et qui en grandissant essaie de faire une sorte de bilan de tout ça via son enquête journalistique. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa. L'artiste Quackenbush, je crois qu'il s'appelle, c'est un jeune homme qui débute. Il n'a pas fait grand-chose jusqu'ici. Il a été découvert par Casey sur Instagram. Ouais, parce que la première série, c'était Michael Dustin qui avait dessiné. Ouais, tout à fait, qui maintenant est avec Hickman sur 3W3M. Donc ouais, il faudra voir de quoi il leur tourne. Moi, j'admets que ça fait quelques années que j'attendais un petit peu le retour de Joe Casey pour un projet un peu plus ambitieux. Parce que là, récemment, c'était surtout Miss America Comics, qui était juste une sorte de réponse méta à la création de Miss America chez Marvel, et un truc qui avait pas grand sens en vérité. Sex, c'est fini, c'est dommage. Faudrait que je le termine d'ailleurs. Et voilà, enfin c'est bien. Joe Casey, ça reste quand même un grand scénariste. Faut espérer qu'il retrouvera son mojo avec ce projet. Yes. Corentin. Scénariste qui n'a pas reçu $1 de la part de Marvel pour la création de Miss America, enfin l'utilisation de Miss America dans Doctor Strange 2. Ah ouais? Ouais. C'est bien à savoir. Toujours sympa. Toujours bien sympa sûr. chez Marvel. Les anecdotes de First Print. Ouais, c'est ça. Corentin, tu n'utilises plus Comixology? Non. Pas pourquoi? Ça n'existe plus. Ouais, enfin, mais du coup, t'es pas passé, je veux dire, sur le Kindle Store qui a... Non, l'interface est odieuse sur le Kindle Store. Ouais. Franchement, déjà, juste trouver ces comics sur l'application. Sur le site store, Amazon, ouais. C'est un putain de délire. Parce que moi, je ne lis pas sur tablette, je lisais pas par appli. J'allais me connecter sur comixology.fr et j'ouvrais le player, pour lire comme ça. Et actuellement, vu que maintenant c'est dégueulasse, je n'y vais plus. J'ai une collection qui dort. Et je n'achète plus, du coup, sur Comixology.
Bah, Enfin, oui, mais de toute façon, il y avait ce délire qu'ils avaient adapté les prix en dollars en les mettant en $1 égale 1 pound. Et du coup, ça a augmenté le prix pour les euros. Enfin, c'était assez abusif. Et c'est vrai que depuis janvier 2023, de toute façon, il y a quasiment tout le staff de Comixology qui a été viré. Alors que, justement, le site et l'application ont été, arrêté pour que tout soit intégré sur le Kindle Store, sauf qu'en termes d'ergonomie, c'est devenu une catastrophe. Et même pour moi, qui l'utilisais plus comme outil de travail pour trouver facilement les couvertures et des informations sur des numéros, je ne l'utilise plus depuis des mois parce que c'est devenu impossible en fait de trouver quoi que ce soit. Mais donc forcément, vu que le géant, c'était quand même le géant de l'industrie qui avait quand même au moins l'avantage de proposer un catalogue très fourni et une offre Comixology Unlimited qui était quand même vachement intéressante en termes de service un peu à la Netflix. Tu payes $10 et t'as droit à beaucoup de comics récents. Il y a peut-être des alternatives qui se profilent puisque en ce début d'année, il y a 2 applications qui vont se lancer. En tout cas, des applications de sites qui existent peut-être déjà, mais qui vont se développer. Donc, d'une part, c'est Global Comics. À la base, Global Comics, c'était surtout une plateforme qui permettait d'héberger du contenu par les créateurs directement, mais qui a maintenant fait des partenariats avec différentes maisons d'édition. Donc, ils ont notamment signé avec TKO, avec Awa Studio, avec Valiant, avec Archie, avec Boom et avec Image Comics. Et donc, il y a une application qui devrait en fait se baser vraiment sur le modèle de Comixology qui devrait arriver au printemps 2023 en espérant que ce soit disponible également pour la France, puisque je vous rappelle qu'il y a des applications qui sont cool, qui sont disponibles chez nous et d'autres qui ne le sont pas. L'exemple le plus typique étant celui de Marvel Unlimited qui est disponible en France. On peut payer, donc c'est $6 par mois pour lire tous les Marvel jusqu'à 2 mois après, jusqu'aux dernières sorties où il faut attendre que 2 mois, je crois, maintenant pour y avoir accès. Alors que d'ici Infinite Universe, là, en face, c'est toujours pas disponible en France, qui est incompréhensible parce que il l'avait annoncé en 2021 que ça arriverait chez nous, donc c'est quand même bizarre. Mais bon, ça arrive, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et l'autre application, ça s'appelle Omnibus. Oui. Omnibus en référence justement aux énormes pavasses que vous connaissez très bien maintenant depuis que Panini a investi le marché pour la VF de façon très volontariste même. Donc Omnibus qui est aussi une application qui doit arriver prochainement et qui a également signé avec Image, avec Ahoy, avec Vault et avec Valiant, donc sur un modèle de lecture de comics en ligne. Donc faudra voir encore c'est quoi les propositions d'abonnement, les offres tarifées et tarifaires. Mais au moins je trouve ça cool qu'il y ait quand même des gens qui se sont dit là-bas aux États-Unis, Comixology c'est down, il y a vraiment plus rien, en tout cas pour tout ce qui est éditeur indépendant, parce qu'effectivement aux États-Unis ils ont Marvel et DC s'ils veulent le mainstream, mais pour l'indé c'est vraiment devenu une catastrophe. Donc moi j'attends quand même avec une certaine impatience de voir si relève il y aura également. Oui, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Enfin, rappelle-toi de Graphite ou beaucoup d'initiatives en fait comme ça qui partent toujours de bonnes idées, mais le problème c'est qu'il faut que tout le monde accepte de jouer le jeu et que on considère ces alternatives-là pas juste comme une sorte de dépôt où on vient mettre des comics, mais aussi comme un partenaire, enfin comment dirais-je, un acteur sérieux du marché. Tu vois, c'est ce que Comixology effectivement produisait des contenus originaux, était un petit peu effectivement leader incontesté et tout le monde venait sur Comixology, même les majors. Que là effectivement il va encore une fois manquer DC, Marvel et Dark Horse, et donc c'est pas des petits catalogues, hein, c'est pas des petites boîtes. Après t'as Image. T'as Image, oui, mais c'est un peu le plus gros, c'est un peu le plus gros de la liste que t'as cité. T'as Image et pour le premier t'as quand même Image et Boom et Ewa et Valiant. Oui, mais bon, Ewa, Valiant, TKO et voilà, c'est petit. Oui, mais t'as quand même Image et Boom qui sont quand même les 2 gros leaders dans le. Après, il manque Dark Horse, il est essentiel. Je suis d'accord. Et Image, on sait pas s'il y aura tout Image. Si, c'est sûr. Si. Ouais. Bah si, dans leur communiqué de presse, c'était... Oui, mais les séries Image, si tu veux, par définition, c'est les séries qui appartiennent aux auteurs, tu vois. Donc si un auteur veut pas jouer le jeu, tu vois, enfin, ils ont pas de raison, là par contre. On verra bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas d'un seul coup de dire, oh là là, il y a un nouveau service qui arrive, c'est formidable, etc. J'ai pas dit que c'est formidable, j'ai dit que j'étais quand même juste curieux et impatient de voir si ça pourra prendre vraiment la relève sur Comixology. Mais après, il faut que ça se développe bien entendu, et c'est sûr que tant qu'ils ont pas tous les catalogues,
c'est compliqué, mais a priori, si l'une de ces deux applications peut avoir l'équivalent, si tu veux, de Marvel Unlimited, enfin de ce que faisait Comixology Unlimited pour tous les éditeurs qui ne sont pas Marvel et DC, je pense que ça peut être vachement intéressant, si c'est disponible en France également. Ouais, mais il faudrait que Dark Horse s'y mette aussi, quoi. Oui. Parce que, encore une fois, c'est probablement aujourd'hui le 4e ou le 3e selon les mois quand ça se tire la bourre. Parce que Boom, on va considérer, mais Boom, ils ont d'énormes succès d'édition, mais je veux dire, en termes de production de comics, c'est pas du tout la même. En termes de volume, c'est moins important, mais c'est beaucoup moins important. Oui, mais ils sont quand même passés à une vitesse supérieure depuis 2-3 ans maintenant, quand même, je trouve. Oui, mais parce qu'ils ont des gros succès comme Berserker ou comme tous ces machins-là. Something is Killing the Children, c'est ça que tu cherchais. Oui, bien sûr. C'est celui-là que je cherchais. Évidemment. Non, j'allais dire la BD de Cudazzarello, mais je retrouve plus le nom. Faithless, c'est ça, voilà. Faithless, oui. Faithless. Coda, c'était un gros succès? Coda, c'est un bon succès, oui. Au niveau des ventes? Bah oui, oui. Ça fait 15 000 ex. C'est beaucoup. Oui. Mais donc voilà, enfin tu vois, il faudrait aussi que, je sais pas, une sorte de fédération des indés, par exemple. DW Publishing aussi pour. Oh là là, les fédérations, les syndicats, c'est pas très américain. L'inter indépendantal. Mais voilà, enfin bref, ça pour dire que moi je demande à voir en fait. Oui, mais bien sûr. Oui. En tant que fan de numérique, je me sens déjà un petit peu orphelin depuis que Comixology n'est plus là parce que le service était de bonne qualité. Oui. Même si bon, ça impliquait de donner de la thune à Jeff Bezos. Bon après, par rapport au reste des gens qui financent les yachts de Jeff Bezos, je me sens pas du tout coupable par rapport à mes comics indés. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que non, c'est ça qui est quand même ouf, c'est qu'ils ont vraiment tué un service qui fonctionnait, quoi, qui était pas cassé du tout, qui avait peut-être oui, mais pour rien en plus. Enfin, quelle était la logique je sais pas. Ça devait pas rapporter des milliards, mais ça devait pas en perdre non plus énormément, quoi. Non, mais c'est ça, et puis surtout que ils ont voulu rapatrier sur juste leur propre marque de Kindle machin là, et mais Kindle ça pue la merde. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Est-ce que vous achetez encore en Kindle vous-même, parce qu'on a tous fait ça au début, puis après on s'est dit mais attends, c'est éclaté en fait comme truc. Bah c'est pour les bouquins ça va sans images, je trouve. Moi j'ai utilisé bouquins sans images pour le coup. Moi j'avoue j'ai du mal à me passer du format physique. Mais moi j'aime beaucoup le format physique, mais c'est vrai. Mais genre pas besoin de zoomer sur une lettre contrairement à une case, tu vois. Par exemple. Non, mais disons que c'est plus que quand par exemple quand tu prends un pack de tout Game of Thrones en VO, t'es bien content de l'emporter juste ton Kindle en vacances plutôt que 5 pavasses de 1000 pages. Dans ce cas tu l'achètes et après tu télécharges la version pirate parce que tu l'as acheté de toute façon. Ouais, ça je sais que je connais des gens qui font ça et je comprends pas. Bah, parce que tu veux soutenir l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que c'est plus pratique de lire sur un téléphone parfois. Ouais, mais ouais. Moi, j'avoue, pour le coup, les bouquins sans images, c'est l'inverse de nos habitudes, tu vois. Les bouquins sans images, je préfère les avoir en papier, quoi. Mais moi, je lis quasiment que en papier de toute façon, mais de temps en temps, je comprends plus l'intérêt du Kindle sur la prose et sur des gros pavasses que trucs. Mais oui, enfin, je dis ça alors que j'ai aussi d'énormes bouquins des Lovecraft, des intégrales, de trucs comme ça là, et que j'ai envie de me reprendre d'ailleurs les nouvelles intégrales de chez Memos parce qu'elles sont mieux que je pense que celles de bouquins. Mais bref, tout ça pour dire que on verra. Voilà. Oui. T'es content? Bof. Oui, quand même. Ouais, c'est bien. L'important, c'est de participer. Corentin, une unique news pour le mainstream en VO, c'est les Uncanny Avengers qui reviennent chez Marvel avec Jerry Duggan et Javier Garrón. Donc, Jerry Duggan qui a repris les titres principaux X-Men notamment, depuis que Hickman avait fait ses adieux au navire X-Men. Et c'est quoi les Uncanny Avengers? Eh bien, à l'époque, dans la période qui suivait AVX, donc Avengers versus X-Men, en fait, le monde entier était un petit peu vénère contre les mutants, encore plus que d'habitude, et il s'était formé une équipe justement de Uncanny Avengers qui était là justement pour essayer de protéger les intérêts mutuels des mutants et des non-mutants, donc en mêlant des membres justement des Avengers et des X-Men. Donc là, a priori, Fall of X, ça va sûrement marquer la fin peut-être de cette grande période avec Krakoa. On n'en sait pas encore grand-chose, mais c'est a priori peut-être vers ce quoi on se destine. Et donc, fait un pari kebab par rapport à ça. Je crois qu'on a fait un pari kebab. Je crois que je m'apprête à recevoir un kebab. C'est possible, ouais. Et donc, les Uncanny Avengers vont, en tout cas, une version des Uncanny Avengers vont se reformer, puisqu'a priori, le monde mutant aura de nouveau besoin, en fait, de s'associer à des non-mutants pour évoluer, sachant que, justement, toute l'utopie de Krakoa était, en fait, vraiment quelque chose de très séparatiste, en fait, puisque la société dans son ensemble évoluait sur sa propre île-nation et avait décidé de faire sécession avec le reste de l'humanité. Donc là, peut-être que c'est un retour
Bah, soit ça, soit justement Krakoa subsiste, mais s'ouvre entre guillemets à l'international comme le Wakanda. Mais après, vu la position de Krakoa, moi j'ai quand même l'impression que s'il y a des formations, si tu veux, qui se mêlent avec d'autres gens, ce sera plus sous la contrainte ou la nécessité que par l'envie. Mais il faut voir ce qui va se passer avec Fall of X. Il faut voir déjà ce qui va se passer avec le Hellfire Gala. Ils vont faire un vrai concours de cosplay cette fois-ci. Oui aussi. Ouais. Parce que tu vois, les premiers Uncanny Avengers, c'était quoi? C'était les X-Men qui étaient dans les Vengeurs, c'était Wolverine, c'était Scarlet Witch. Bon, techniquement c'est un peu les deux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Captain America, non? Non, oui, non, mais d'accord, les X-Men. Ah, pardon, excuse-moi. Parce que je me souviens plus qui c'était. Je me souviens qu'il y avait Wolverine. Ouais. Bon, parce que là, grosso modo, la formation, c'est quoi? C'est Rogue, c'est Psylocke, c'est Quicksilver, c'est Penance et Deadpool. Donc c'est quand même une équipe qui a majorité issue des X-Men, tu vois. Alors que l'autre formation, il y avait quand même encore Thor, il y avait Captain America, il y avait encore, bon, du coup, techniquement. Bah, t'avais Black Bolt et t'avais Black Bolt? Oui. Chez Remender, t'avais Black Bolt? Attends, quoi? Moi, j'ai une couverture là de Uncanny Avengers où il y a Black Bolt. Ok. D'accord, bon, très bien, y a pas de souci. Mais donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que la première équipe d'Uncanny Avengers, en tout cas, non, peut-être que je confonds, pardon. C'est peut-être non, c'est Havok, pardon. Ah oui, voilà. Bon, en même temps, c'est vrai que les costumes. T'avais Havok et Malicia, quoi, Rogue. Voilà, donc t'avais Rogue, Wolverine et Havok. Ouais. Donc ça veut quand même dire que la moitié de l'équipe était Avengers normal et l'autre moitié était. En plus, Black Bolt, c'est un Inhuman. Je suis extrême. Bah oui, je comprenais pas, du coup. Pardon, non, mais c'est pour après, peut-être dans parce que t'avais les Uncanny Inhumans aussi plus tard, mais voilà, pardon. Bref. C'est facile, les comics, ça, vous voyez. Ouais, c'est ça. Même quand on en fait depuis des années. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le premier concept de l'équipe, c'était moitié Avengers, moitié X-Men. Ouais. Justement, après AVX. Et là, c'est quand même Captain America et que des mutants. Ouais. Tu vois, donc moi, ça me pose question sur est-ce que ça va pas être juste une sorte de façon pour Captain America de dire je représente les États-Unis, donc le monde des humains, et vous présentez les Avengers qui viennent participer au grand jeu mondial pour entre guillemets, c'est un petit peu comme voilà l'effort d'envoi de troupes pour les Nations Unies ou l'OTAN, etc. Entre guillemets, Krakoa aurait signé les accords de l'OTAN et aurait dit bon, on vous envoie ces hommes-là et vous, sous la direction de Captain America, ils vont combattre autour du monde, je sais pas. Très curieux. Moi, j'ai pas envie que Krakoa s'arrête. C'est peut-être aussi pour ça que j'y crois, mais je n'ai pas envie. D'accord, ouais. Donc, sachant que de toute façon, qu'il y aura pérenne dans le monde des comics pour changer. Ça va sortir cet été en août, mais il y aura un premier morceau d'histoire qui sera retrouvé dans le FCBD en mai. Donc, on aura peut-être déjà plus d'indices sur ce que cela sera au printemps qui arrive, enfin qui a d'ailleurs commencé, puisque quand on enregistre là, on a déjà passé le 21 mars, qui était le jour du printemps. Corentin, tu le savais? Je crois que c'est justement le premier jour du printemps. Anecdote. Et bien sûr. Incroyable. T'as pas vu Jour de la Marmotte? Enfin. De quoi? Un jour sans fin. Oui. Si. Un jour sans fin, tu l'as pas vu? Non. Je crois pas. Oh, tu sais. Si, non, je crois pas. je sais pas, ça Bill parle Murray, tu sais, qui va dans une ville pour couvrir un événement local. Le jour de la marmotte. Qui se réveille, si elle a vu son ombre au réveil, s'il reste 6 semaines d'hiver. Oui, non, je connais, mais je l'ai pas vu. Et du coup, ils font souvent la blague dedans, à quand le printemps à votre avis? C'est le 21 mars, le premier jour du printemps, etc. D'accord. Voilà, quand j'étais gamin, j'ai appris très tôt quand était le premier jour du printemps. Très bien. Eh bien voilà. Je n'ai pas vu. C'était l'anecdote de Corentin dans son enfance avec Bill Murray. Voilà, c'est incroyable. T'as pas vu ce film? Non, j'ai pas vu ce film. Il y a plein de films que je n'ai pas vu, Corentin. Mais t'as vu Serbian Film, par contre? Oui. Voilà. Mais chacun c'est. Ça devrait être l'inverse. Mais non, mais chacun ses choix, écoute. Corentin, on passe à la partie série télé, enfin la partie écran, donc on commence par la partie série télé. Ça va aller relativement vite aussi, je crois, Corentin. C'est possible. Nous connaissons un premier trailer pour Sweet Tooth. C'est vachement bien, j'ai adoré vivement la saison 2. Waouh, Tim Tony, mon gars, Netflix. Allez hop, putain, merci Jeff Lemire pour le chèque. Après bon, je trouve un peu dur quand même, ça ressemble en rien, enfin ça a l'air un peu plus proche quand même. Oui, là oui, parce que on aborde le côté des enfants hybrides, donc il s'appelle le colonel, le général, je sais plus. Général Abbott. Général Abbott a un design, en tout cas un look, mais ça on l'avait déjà vu. Très Jeff Lemire, voilà. Oui, il a vraiment le look des comics. Il a l'air plus, tu vois, enfin il amène la cruauté vis-à-vis de Gus qui nous manquait un peu dans la saison 1. Oui. Je parle sous ton contrôle, je n'ai pas vu la saison. Oui, non, mais il intervenait déjà en fait. Là, c'est ce qu'il a réussi à les capturer à la fin de la saison 1. Il a quand même réussi à capturer Gus et tous les autres enfants hybrides. En fait, il s'aperçoit effectivement que le Abbott, comme dans les comics, en fait, oui, fait des expériences pour essayer de comprendre en fait si les hybrides en fait sont responsables ou peuvent être un remède à la pandémie qui a touché l'humanité dans ce. D'ailleurs, c'est pour ça. Oui, The Last of Us.
Non, mais disons que non, c'est pas la même type, c'est pas le même type. Je sais, mais je j'ai l'explique. lu les comics en fait. Je sais, mais moi je l'explique à ceux qui ne les ont pas lus qu'en fait on est dans une pandémie qui en plus la série était sortie en 2021 après notre propre pandémie mondiale et donc en fait qui décime l'humanité, sauf qu'il y a des enfants aussi, des enfants hybrides qui naissent mystérieusement, donc qui sont mi-humains, mi-animaux, en tout cas dans leur apparence, et on ne sait pas en fait s'ils sont liés ou pas au virus. Et donc, dans les comics comme dans la série, les enfants sont soit craints et détestés parce que justement ils pourraient être responsables de la pandémie, en tout cas on les accuse de ça, ou alors source d'espoir puisque vu qu'ils sont pas sensibles au virus, peut-être qu'ils pourraient être justement source de guérison. Et donc là-dedans, on suit Gus, un enfant cerf, qui perd son papa et part à la recherche en fait d'un abri pour les enfants hybrides dans les comics. Et dans la série, je crois qu'ils l'ont adapté en faisant un truc autour de sa daronne qui serait peut-être encore en vie, je sais pas quoi, c'était nul. Déjà, on voit vachement plus le monde pré-pandémique dans la série, non? Oui, t'as beaucoup de choses qui sont faites là-dessus effectivement, pour développer certains des personnages que tu retrouvais et surtout pour édulcorer l'ensemble, puisque on a fait un podcast avec Irim pour vous rappeler à quel point on n'a pas kiffé ça, et notamment moi ce que je lui reproche, c'est que effectivement ils ont enlevé un truc qui est essentiel dans l'œuvre de Jeff Lemire, qui est sa noirceur en fait, qui permet surtout de parler aussi de l'innocence et de la façon dont la naïveté de Gus elle est complètement en fait mise en échec par la dureté du monde. Enfin il y a vraiment un rapport et qui permet aussi de quand il y a des personnages qui se comportent bien de l'apprécier encore plus, d'avoir cette bonté de personnages. Et là on est dans une forme de Disneyerie du truc quoi en fait, où c'est un monde un petit peu presque enchanté limite, avec les enfants un groupe d'enfants qui vivent par eux-mêmes. Ça fait un peu les enfants, tu sais, les enfants perdus dans Peter Pan, ce genre de choses là quoi. Enfin voilà, moi je n'aime pas. Le héros il a des cornes de cerf, donc tu vois c'est forcément un film de Noël, tu vois. C'est peut-être pour ça, ouais. Non c'est pour ça. Imagine si Netflix avait fait The Last of Us. Tu vois, ça aurait été ultra poupie en fait. Et après c'est peut-être pas net. Là ouais, je sais pas. Là pour moi c'est pas tant Netflix que le fait que ce soit Downey Jr. Et sa femme à la production, et que dans l'interview eux-mêmes avaient dit oui, on a décidé d'enlever certains éléments pour que ce soit justement plus family friendly. Ouais, je sais. Et je sais pas ce qu'ils ont produit d'autres, Donnie et Susan Donnie. J'en sais rien, j'ai pas envie de savoir parce que voilà. Donc, mais le trailer est là. Tu veux en parler? Moi, je essaie de... Oui, pour dire que ça existe, pour dire que moi, ça m'enchante toujours pas, même si effectivement, je reconnais que ce sera peut-être un tout petit peu plus sombre puisqu'on est dans la partie où justement, les hybrides sont été capturés par Abbott, qui est un vrai méchant et qui est un méchant absolument odieux dans la BD. Mais là, je suis pas sûr qu'ils aillent très très loin par rapport à ce que notamment Abbott fait à ses enfants dans les comics, avec tu sais les chiens les chiens hybrides là qui sont absolument monstrueux. Donc peut-être ce sera un peu plus sombre, je ne le pense pas, je t'avoue, je sais pas si j'aurai le courage de me l'infliger celle-là. En termes de valeur de prod, il faut quand même dire que c'est plus joli et mieux filmé que beaucoup de séries basées sur des comics. Surtout qu'il y a un effort qui est fait aussi sur les décors naturels, clairement. Ouais. Voilà, moi après le problème c'est que j'ai lu Sweet Tooth, j'ai aimé Sweet Tooth, j'ai pas besoin d'avoir une série télé, juste, je suis désolé. Enfin, la gueule du gosse, déjà, moi je dis non. Tu vois, je reconnais pas le trait triste et morose et morbide, justement, de Jeff Lemire avec ses grands yeux qui tombent comme ça. Oui, et puis c'est vrai que le gamin, donc c'est Christian Convery qui est, il est tout choupi, il y a pas de problème. Mais c'est ça, ce truc, c'est que même en termes de photos, en fait, vu que c'est très lumineux, c'est très coloré, en fait, ça, c'est vrai que ça enlève en fait la part un petit peu désespérée. La bande dessinée, c'est pas juste un scénario, c'est aussi un graphisme. Et là, je reconnais rien du graphisme de Jeff Lemire, que j'aime beaucoup. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas moi m'intéresser à ce projet. Par contre, si jamais c'est un succès et que ça permet de faire vendre des BD, le couplet habituel, n'hésitez surtout pas à vous y intéresser si ça peut ensuite vous motiver, ou alors si vous connaissez des gens que ça intéresse, c'est ce que leur offrir la BD ensuite. Tu sais ce que je me dis que c'est limite la série qui gagnerait tout à être publiée dans le format Urban Nomad chez Urban Comics, tu vois. Ouais. Parce que là, les gens, je pense que les gens franchiraient le pas plus facilement en disant ah ouais, on connaît la série, parce que la série a été appréciée du grand public qui ne connaît pas la BD, donc parce que justement ils ont pas de force. Enfin, je sais pas, c'est ma perception des choses, c'est que vu qu'il n'y a pas le comparatif, en fait, ils ont découvert le truc sans a priori, sans attente, et que la formule, en tout cas, leur a plu. Je pense que les albums à la trentaine d'euros et quelques, des gros albums Sweet Tooth, en fait, ça peut être un frein, notamment parce qu'avec le style de Jeff Lemire, qui est quand même pas facile à aborder, ça peut être un double frein. Mais du coup, là, avec la question du format plus petit et du prix attractif, je pense que ce serait clairement la série qui pourrait les comics qui pourraient profiter d'une série Netflix pour être découverte avec cette offre.
À voir si l'éditeur suivra notre recommandation ou pas. Ou peut-être que d'ailleurs c'est déjà en tuyau, on n'en sait rien. Ensuite, Corentin, Titans. C'est déjà en tuyau. C'est déjà en tuyau? Dans les tuyaux. Quoi les tuyaux? Dans les tuyaux. Dans les tuyaux. Parce que c'est déjà en tuyau, ça veut. Ça veut rien dire. Pas vraiment. Ben oui, mais tu sais que moi les expressions je les invente. Hein, dans depuis tout à l'heure, il y en a une ou deux que j'ai laissé passer, mais là tu pouvais pas. La coupe est pleine. Là, c'est ça. Je suis désolé. Corentin. Titans, ça a l'air toujours aussi Bresson. Je suis désolé, je ne te suis d'aucune aide sur les parties comme ça, mais oui, ça a l'air Bresson. Les costumes sont bien. Il faut absolument que je rattrape. Le costume de Tim Drake, il est très sympa. Ouais. Les yeux laser qui tirent. Non, en fait, encore une fois, je trouve que c'est pas trop mal produit. Maintenant, moi, le problème, c'est que j'ai pas du tout le temps de regarder les séries télé basées sur des super-héros et je n'arrive pas à me dire que c'est mon travail à ce point-là. C'est déjà voir tous les Marvel Studios, je fais un gros sacrifice personnel. Donc j'ai vu la saison 1 de Titans, je trouvais ça pas mal. Après la 2 est sortie, j'ai dit j'ai la flemme. La 2 c'est moins, la 2 non mais en fait c'est parce que c'est la 4 qui sort, donc ça sort sur HBO Max, la toute dernière conclusion, c'est surtout que c'est la conclusion de la série puisque après il y aura plus de séries HBO Max qui ne seront pas en fait greffées au projet du DCU de James Gunn. Donc là ils sont en train de sortir tout ce qui reste encore à sortir sur HBO Max. En France, c'était diffusé sur Netflix. Ça l'est toujours. D'ailleurs, les 3 saisons sont disponibles sur Netflix. Il y a eu des sorties DVD aussi, je crois. Et on attend des nouvelles pour la diffusion de la saison 4 en France, sachant que ça avait commencé en novembre sur HBO Max. Donc peut-être que ça arrivera à l'été prochain sur Netflix. Doom Patrol a aussi été arrêté. Et il restera a priori une saison bonus pour Superman et Lois, qui est une série bipolaire CW HBO Max. Parce que James Gunn et Safran ont dit... Pour lui, tant que Legacy est loin, on peut laisser encore une année de carence. Parce que c'est une bonne série pour Voilà, mais donc là, c'est encore une fois la suite du long chant du cygne qui s'est opéré depuis la fin de l'Empire et Berlanti Productions, qui a encore des billes chez Warner Bros, mais plus avec DC Studios. Donc c'est plus ça, avec DC Comics en général. Stargirl aussi s'arrête. Enfin voilà, c'est vraiment tout qui Gotham Knights qui a démarré sur la CW après va s'arrêter. Ne fera sûrement pas plus qu'une première saison. En tout cas, j'ai toujours pas regardé à l'heure on enregistre. On voulait faire un commentaire du découvert du premier épisode, mais au final, c'est peut-être accordé trop de temps par rapport à ce qu'on a pour ça. On fera plutôt un back issues à la place. Ce sera plus intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices. Corentin, TMNT The Last Ronin qui serait adapté en jeu vidéo façon God of War, façon les nouveaux God of War. Ouais. Ça c'est quand même plutôt très excitant comme nouvelle. Bah oui c'est excitant si on aime les God of War après et si on aime les Tortues Ninja. Si on aime les Tortues Ninja effectivement. Donc effectivement je crois que ça s'appelle Doug Rolden, le monsieur de Paramount Global qui a dit alors déjà première chose, les Tortues Ninja se sont invités récemment dans une sorte de collab entre Call of Duty et Nickelodeon et Paramount avec un teaser affreux où justement vous voyez le Shredder dans une vidéo très années 2000, enfin même très années 90, pour a priori un DLC Call of, c'est ça? Je me souviens plus exactement de quoi il s'agissait. Donc ça, c'était une première déjà tentative d'ouvrir le marché du jeu vidéo avec la nouvelle Turtlemania qui arrive, comme TMNT Shredder's Revenge l'année dernière l'avait fait pour les jeux en 2 dimensions. Façon Streets of Rage, façon Rage, Burning Burning Streets, Final Fight, tout ça. Là donc un triple A. Enfin en tout cas c'est l'ambition de faire un triple A avec effectivement des valeurs de production très élevées. Enfin je dis beaucoup de fois valeur de production, mais grosso modo un budget très élevé si vous préférez, avec un jeu en vue à la 3e personne dans un monde qu'on imagine ouvert ou semi-ouvert et une tortue solitaire qui va défoncer des gueules, vraisemblablement à New York dans le futur et aussi dans les environs de New York, dans les marécages et tout. Alors The Last Ronin, pour rappel, c'est donc un hommage au Dark Knight Returns de Frank Miller par Peter Laird et Kevin Eastman au début de dans les premières années de leur collaboration. Ils avaient écrit un draft d'une histoire qui aurait donc imaginé un futur à la DKR avec l'une des tortues qui resterait pendant que les autres seraient mortes. Et ce projet n'a malheureusement pas eu lieu à l'époque, et quelques décennies plus loin, Tom Valls, qui est donc le nouvel architecte du volume de IDW Publishing, a dit mais ce serait intéressant de relancer le projet. Donc avec Eastman, il s'est donné pour mission de mettre à jour, de mettre au monde c'est cette envie d'hommage. Donc c'est sorti, ça a mis un peu de temps, il y a beaucoup de retard, ça a été un gros succès d'édition, ça a inspiré un petit fan-film, pas dégueu du tout d'ailleurs, en image virtuelle. Ça a engendré une perspective de nouvel univers avec Lost Days et Lost Years.
Donc en gros, c'est un vrai succès et c'est un succès qui va continuer à part de la saga principale de Sophie Campbell. Là, effectivement, Nickelodeon, enfin apparemment Nickelodeon, sont pas idiots du tout parce que ils veulent tourner le jeu vers un monde plus adulte, enfin c'est un public plus adulte. Et effectivement, comme God of War avant, qui était quand même majoritairement consommé par des ados, qui était un des jeux qui était bon, qui était super bon au niveau du gameplay, mais qui était quand même assez bourrin, assez simple. C'était vraiment juste du jeu de massacre. Et avec le passage sur PS4, avec le nouveau God of War dans le mythe nordique, on a eu un jeu qui était mieux écrit, on a eu un jeu qui était mieux narré, on a eu un jeu qui prenait justement son héros plus au sérieux. Et donc là, c'est là que se retrouve aussi l'inspiration. C'est que généralement, les Tortues Ninja, pour beaucoup de gens, c'est d'abord des produits pour ados. Et les jeux vidéo qu'on a eu jusqu'ici étaient quand même tout public. C'était les beat'em all, c'était des jeux de baston, etc. Donc là, l'idée d'en faire un AAA sérieux, avec un gros budget, grosse valeur de prod, gros gameplay, ça peut aussi nous rappeler ce qui avait été fait avec Batman sur les Arkham. Tout à fait, aujourd'hui, Batman est considéré comme un héros de jeu vidéo tout à fait valable grâce aux jeux Arkham, mais à l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas. Il y avait eu beaucoup de jeux Batman, mais jamais un truc qui n'était pas autre chose qu'un jeu à licence, tu vois, où on pouvait se dire, ce jeu-là, c'est pas juste un jeu Batman, c'est un grand jeu vidéo de l'année où il est sorti. Comme un Zelda, comme un Darksiders, comme un tout ce machin-là, parce que c'est la même époque. Donc voilà, on peut espérer que ça va se faire. Et on n'a pas encore le nom du studio. Selon Rosen, c'est signé déjà, c'est en développement. Ça va mettre quelques années évidemment. Attendez quand même, mais dans l'année il y aura des annonces qui arrivent. C'est sûr, de toute façon, avec la sortie du film animé, les inspirations Spider-Verse, tu sens, c'est ce que je te disais en DM l'autre jour, mais moi je trouve que tu sens qu'ils essayent de créer un nouveau momentum autour des Tortues Ninja. Bah, si on fait la liste quand même en quelques années, bon déjà la série Tortues Ninja actuellement est toujours très bien. Ouais. The Last Ronin, ça a été un gros succès d'édition. Shredder's Revenge, ça a été un gros succès pour les nostalgiques et les fans de ce genre de jeux vidéo. Le film arrive, et il y a quand même Seth Rogen à la prod, et il a l'air bien, en plus. Donc effectivement, on voit quand même plein de bonnes nouvelles qui s'alignent pour une franchise qui, il y a encore 5 ou 6 ans, vivait encore dans le spectre de Michael Bay, et du fait qu'on attendait justement de savoir où est-ce qu'il y aurait moyen de développer un peu les idées du volume de Walt. Finalement, ça y est, c'est en train d'arriver. On est en train d'arriver à un nouvel âge d'or, les Tortues Ninja. Donc, quand même, non, mais je te dis, moi, la liste, oui, c'est vrai, les comics sont bons, la mini-série d'AKR est bonne, et va faire un nouvel univers avec Eastman. Le jeu vidéo, moi, j'ai grave kiffé, c'est ma cam. Le film, il a l'air super bien, et effectivement, les jeux God of War, si c'est le modèle qui sert d'inspiration, il faudra qu'ils trouvent des idées à eux, quand même. Si c'est le modèle qui sert d'inspiration, c'est des très bons jeux, les deux God of War de la version nordique. Limite, moi, je les trouve, en fait, plus intéressants, même si j'adore la mythologie grecque, du point de vue du gameplay, que les anciens God of War. Ouais. Et rappelle aussi donc que la série de Tom Waltz sera rééditée, enfin elle vient de se conclure là en VF chez iComics au bout du tome 19, et donc qu'elle sera rééditée en intégrale souple cet été. Ce sera une très bonne occasion de découvrir cette série qui est très très bonne de A à Z, et surtout que tu auras le premier tome aussi de Reborn, donc de Tortue Ninja Reborn, avec un premier arc entièrement dessiné et écrit par Sophie Campbell qui rejoue le côté Northampton après la conclusion du run de Waltz, et qui est super bien écrit, hyper bien dessiné. Enfin, c'est vraiment oufissime. Moi, je suis encore très en retard, comme tu le comprends, mais vraiment, j'ai pu le lire il y a tout pas longtemps, ce premier Reborn, et c'était trop bien. Ensuite, Corona, du côté du cinéma, une nouvelle surprenante, Victoria Alonso, qui a quitté Marvel Studios après 17 années de collaboration chez eux. Elle était productrice sur tous les films depuis Iron Man en 2008. Elle était directrice du département chargé des effets visuels, de l'animation, de la post-production. Et il y a pas mal de bruits de couloirs contraires qui se sont fait entendre depuis l'annonce de son départ, entre est-ce qu'elle a été virée ou est-ce qu'elle s'est barrée, est-ce que c'était elle qui était c'est infusible. Ouais, c'est ça, est-ce que c'était elle qui était responsable un peu de la dégradation des conditions de travail des artistes visuels ou pas, alors que justement d'autres disent que non, justement elle était plutôt là pour en soutien en fait sur cette branche de corps de métier. Donc mais c'est assez curieux quoi. C'est curieux parce qu'effectivement, il n'y a pas on pourrait considérer que l'échec annoncé de Ant-Man and the Wasp: Quantumania serait une occasion de faire un coup de ménage, ou de sanctionner, ou de remanier le gouvernement, j'ai envie de dire, tu vois, allégorie politique sans aucun rapport avec l'actualité. Mais le fait est qu'effectivement, moi, je me pose la question de savoir si on l'a pas dégagé pour trouver un responsable à ce qui s'est passé depuis quelques années. Bon, la vérité, c'est que déjà, pour commencer, depuis Iron Man 2, les films Marvel Studios, les fonds verts, on les voit. Et c'est pas lié au fait qu'il y avait une nana qui était responsable ou un mec qui était responsable.
c'est lié parce que nous on parle souvent de Kevin Feige évidemment parce que c'est la figure de proue, hein, mais ils sont plusieurs derrière, Desposito, Nate Moore, etc. Et Bob Iger évidemment et Bob Chapek juste avant lui. La vérité c'est juste qu'il y a un accélérationnisme des productions chez Marvel parce que ces productions font de l'argent et qu'il faut qu'elles soient tournées vite, à pas cher. Comme on le sait en plus, les syndicats qui s'occupent justement de la création d'objets, la création de décors, la création de location scouting, enfin tous ces vrais en fait emplois qui nécessitent des vrais morceaux de réalité sont syndiqués et représentés par des vraies organisations aux États-Unis, alors que les effets spéciaux en général non, parce que c'est un monde qui est plus lié à l'informatique où il n'y a pas eu les mêmes règles qui ont été écrites dans les années 20-30 quand le cinéma se montait, parce qu'à l'époque on n'a pas besoin d'eux en fait. Donc le fait est que certainement que cette patronne devait être comme toutes les autres, c'est-à-dire demander un rythme effréné, parce que tous les articles qu'on a eu sur le sujet des effets spéciaux, moi j'ai rarement vu son nom à elle apparaître. Je voyais Disney ou je voyais Marvel en général. Certainement que c'était aussi sa part de responsabilité, mais la vérité c'est juste que l'industrie s'est orientée vers un modèle qui n'était pas dimensionné en fait pour autant de films à une telle cadence, et que les résultats on les a vus. C'est Quantumania, c'est Love and Thunder, c'est tous ces machins-là. Alors, il y a eu une dégradation manifeste parce que maintenant, ils sont à la fois sur le cinéma, à la fois sur les séries télé, et qui sortent 4 films par an, 3-4 films par an, 3-4 séries télé par an. Moi, à mon avis, je pense, c'est ma théorie du complot personnel, que Bob Iger arrive, qu'il y a besoin d'économie, qu'il y a besoin de licencier des gens pour montrer que aux actionnaires qu'on est pas mais des Victoria Alonso, quand même, c'est pas... Je sais pas. Après, elle a pas été virée en bonne et due forme. Hein. Bon, on n'en sait rien. Comment, on sait pas si elle s'est barrée, on sait pas si elle a été virée. Soit même elle en a marre justement de tenir la cadence effrénée, mais tu vois que ça arrive juste après le retour de Bob Iger et la sortie d'Ant-Man 3. À mon avis, il y a une sorte de croisement. Alors après, je ne sais pas qui est responsable. À mon avis, ils sont tous responsables de ça. Le studio qui possède Marvel, qui leur dit maintenant vous faites 4 films à l'année, est responsable. Marvel qui dit bah ok, mais il faut qu'on économise dans le budget, donc on va faire que des décors en virtuel, est responsable. L'agenda de sortie aussi de Disney en général qui veut c'est Pixar, c'est Star Wars, c'est machin, est responsable. Et donc à un moment donné, la vie réelle, ça va, je pense pas changer grand chose. Ouais, il y a vraiment de toute façon que tu le vois dans tous les studios, dans toutes les compagnies de la tech et tout ça, une forme de retour en arrière qui fait, mais assez brutal en fait, qui fait suite à l'accélérationnisme qu'on avait vu les dernières années justement en post-endgame où justement t'avais vraiment ça, toute l'industrie, toutes les compagnies qui a continué encore plus en fait d'accélérer qu'au fil des dernières années. Et là, dans le monde post-Covid, avec il y a eu un retour à la réalité très brutale, comme quand tu vois que Zuckerberg a complètement abandonné tout ce qui était le métavers, tout ça, que les NFT on n'en parle déjà plus parce que c'est déjà d'un autre temps, que enfin tu vois plein de choses en fait sur lesquelles beaucoup de compagnies se sont lancées, que voilà, parce que Disney vire des gens, Warner a viré des gens, il y a plein de projets de séries qui ont été annulés aussi du côté de Netflix, tu vois, il y a une forme de décélération au final, mais peut-être pas voulu, peut-être un peu subi quand même. Hein. Bah, en fait, moi, je pense que c'est ça qui va se passer et qui pourrait améliorer à terme la qualité des FX si c'est ça le sujet. On a déjà vu qu'ils ont dit qu'ils allaient faire moins de sorties chaque année, qu'effectivement, il allait falloir entendre les critiques, parce que critiques il y a, particulièrement je suis désolé, hein, c'est pas une question d'avoir aimé le film ou pas, le film est pas beau, c'est tout. Il suffit d'avoir des yeux pour s'en apercevoir ou d'avoir déjà vu. Enfin, je veux dire, quand vous avez en face, alors certainement qu'Avatar, la voix de l'eau n'est pas le meilleur exemple, non, il y a 10 ans à se faire, etc. Là, tu compares un hamburger avec un gastro. Oui, donc, certes, mais ça devrait être l'objectif. Tout le monde devrait essayer de faire ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, tout le monde s'en fout, personne n'est exigeant, et tout le monde bouffe que des burgers. La grande cuisine existe pour nous rappeler qu'on peut avoir des trucs qui ont du goût. Et qu'on n'est pas obligé toujours d'aller au fast-food. Alors que les gens, maintenant, ils vont au fast-food et ils disent non, mais tout le monde arrête de faire chier avec la grande cuisine, ça a bon goût ce que je mange. Il dit mais non, t'as pas goûté le vrai truc. Et l'allégorie culinaire qui va très loin. Mais là, justement, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania, il est juste pas beau, point. C'est fini. Faut arrêter d'en débattre. Y a pas d'argument contraire. Il est moche, il est dégueulasse, il fait saigner les yeux. Donc, non, mais ça, je vais encore me retrouver avec des commentaires sur un podcast en disant que je veux bien qu'on le défende sur le côté, ouais. Oui, c'est un film Disney Channel sympa, c'est léger, c'est bonne enfance, etc. Ça, y a pas de souci. Par contre, visuellement, c'est indéfendable. Je peux continuer très longtemps comme ça. Mais donc voilà, le fait est que c'est peut-être ça qui va changer et il faut que ça change, pour des raisons simplement de respect du public, qui en a marre, hein, visiblement. Et ça, à mon avis, voilà, le fait que la productrice Victoria Alonso parte, c'est un épiphénomène dans une prise de conscience globale de l'industrie sur des tonnes de sujets, effectivement. Alors, les NFT et Meta, c'est encore autre chose, hein. Moi, je me pose la question, en fait, même enfin, je sais que c'est un peu mon sujet du moment, mais les IA qui pourraient être
mises à contribution pour la création de rendus ou de textures ou d'animations, etc. À mon avis, c'est peut-être plus là qu'il va falloir regarder dans le futur. Bah, c'est pour ça que, immédiat, en tout cas. à mon avis, qu'il est assez urgent pour justement ces corps de profession de se syndiquer ou de trouver des moyens de se protéger légalement, justement, pour pas se faire remplacer par, et pour le coup, se faire... Peut-être que ça, tu vois, c'est la nouvelle frénésie et que dans 10 ans, quand plus personne n'aura taf à Hollywood, à part le patron qui demandera à l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut mettre comme film en ce moment. Non, mais ça marchera jamais. Peut-être qu'il y aura une nouvelle décélération dans 10 ans. Ça va. Non, mais ça, je pense que ça prendra pas. Les gens qui vont parce que enfin, peut-être que je suis trop confiant, mais je suis à peu près certain que les IA vont absolument pas voler, quoi. Ça va pas réussir. Tu vois, il y a des gens qui vont essayer, puis il va y avoir un retour de bâton, je pense, de la part des corps, de chaque corps de métier qui fera que de toute façon, on va réussir à les détecter et que ce sera, mais après, je dis pas, hein, là, justement, je parlais de Reward Media, je suis quasiment certain qu'ils utilisent déjà des IA pour aider les articles à être produits sur Melty, ce genre de choses-là, mais je pense qu'il y aura toujours, heureusement, qu'on va garder quand même des vrais artisans et des vrais gens. Il y a des choses que les IA ne pourront jamais remplacer non plus. Donc, faut pas être technophobe, mais il faut pas non plus complètement se pâmer juste parce qu'effectivement, ça fait des choses qui sont impressionnantes, mais qui doivent être utilisées encore juste comme des outils, tout simplement. De la même façon que j'allais dire que les robots, en fait, mais en fait, il y a les robots qui ont permis quand même de faire plein de tâches qui étaient super destructrice en fait pour le corps humain, mais je sais pas, je trouve que c'est pas la même chose. Enfin bref, c'est compliqué, j'ai pas les connaissances non plus pour faire tous les layers là-dessus. T'es technophobe, mais t'aimes bien les comics numériques, donc bon. Non, mais je suis technophobe des progrès qu'on nous vend depuis ces dernières années, tu vois. Les mecs qui se disent pas trouvons une machine qui pourrait absorber le CO2 dans l'atmosphère sans une énorme dépense énergétique, comme ça existe, parce que ça existe déjà, évidemment. C'est vrai, voilà. Ils se disent, je vais créer un algorithme qui va mettre des milliers d'artistes au chômage. Tu dis, mais. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, techniquement, les robots dans les usines, ça a permis, à la limite, d'alléger la charge de travail physique, et en fait, peut-être de garder des gens en vie un peu plus longtemps, en leur évitant des trucs ultra pénibles. Là, les IA, par contre, c'est littéralement, ça vole le travail des gens, parce que en fait, l'IA ne peut pas créer par elle-même, hein. Elle génère en fait à partir d'autres trucs qui existent déjà, et justement, et ça met des gens. J'ai vu un échange lunaire entre sur la Lune. Non, mais un collectif amateur, mais qui disait qu'en fait, ils voulaient faire la VF d'un projet de fan d'un fan projet d'animé, et qu'ils allaient utiliser en fait une IA pour générer cette VF en utilisant en fait des enregistrements de ce que fait la doubleuse VF. Ouais, bien sûr, c'est déjà prêt, ça. Et sauf que, et du coup, t'as la doubleuse en question qui leur dit attendez, vous allez utiliser une IA pour faire ça, et le mec il fait ah ouais salut, on voulait te demander, mais bon on sait que tu seras pas d'accord, et puis voilà, t'inquiète pas, et qui lui dit clairement mais on sait que ça peut mettre en danger ta profession, et genre dans ce cas le fais pas en fait, je sais pas, respecte les gens dans le travail. Et tu sais qu'en plus, pour aller plus loin, il y a même déjà des algos qui en fait copient parfaitement la voix anglophone d'un acteur anglophone et après peuvent le faire parler dans toutes les langues et même font la synchro labiale et tout. T'as pas vu cette vidéo? Non. Bref, c'est un très grand sujet là. Pardon. Parlons plutôt de l'ego de Dwayne Johnson, dont on apprend qu'il a encore frappé, puisqu'il a empêché en fait d'avoir une scène post-générique dans laquelle en fait les films Black Adam et Shazam Fury of the Gods auraient pu se répondre un petit peu, sachant qu'à l'heure on enregistre ce podcast, on n'a toujours pas pu voir le film parce qu'il sort en France que le 29 et que la projection presse est le 28 à 18h, c'est-à-dire 2 heures avant l'avant-première publique au Grand Rex, ce qui est toujours une superbe gestion de la part du studio. Ça en dit long sur la qualité de ce et puis de toute façon, et puis vu que le film a fait un flop déjà aux États-Unis depuis 2 semaines, enfin clairement là c'est. Et puis genre tout ce qui était dedans a déjà été spoilé. Hein. Oui. C'est genre j'ai vu un article de Variety qui spoil mais allègrement sur le personnage qui est là à la fin pour dire non c'est pas un deepfake, on l'a vraiment tourné. Mais les médias américains de toute façon ils s'en battent les couilles depuis longtemps là-dessus. Après c'est vrai que vu qu'il n'y aura pas de conséquences in universe à ce film, c'est pas gravissime, mais donc bref. Effectivement, donc le film est sorti, Shazam la rage des dieux, quel titre affreux, Fury of the Gods. C'est la rage des dieux. La furie des dieux, la colère des dieux. C'est la rage des dieux. C'est plus logique que la rage des dieux, je trouve. Oui. Mais c'est vrai que moi, en plus, je crois que je l'écris toujours par erreur, la furie des dieux, alors que oui, c'est la rage, pardon. Donc, Shazam, la rage des dieux est sorti aux États-Unis. Et donc, il a une scène post-générique dans laquelle on a Shazam et d'autres personnages. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Et la rédaction de The Wrap, en fait, s'est interrogée sur le sens de cette scène post-générique, a été un petit peu fouillé justement l'actualité autour du film depuis le fameux conflit entre Dwayne Johnson et
la production de Shazam. Donc on se rappelle au départ, Warner Bros voulait proposer un film, enfin un univers un peu isolé dans lequel il y aurait Black Adam et Shazam, et un film potentiellement Black Adam versus Black Adam versus Shazam, je vais y arriver à la fin, voire même en fait commencer par un film solo où les deux auraient la vedette. Bon, Dwayne Johnson, qui refuse de partager l'écran avec qui que ce soit à part Jason Statham, a dit bah non, Black Adam c'est Black Adam, c'est le héros du film, on va pas commencer à diviser la force. Ce qui s'entend, hein, je veux dire, c'est effectivement son projet, c'est une grande vedette, surtout à l'époque c'était une très grosse vedette, hein, c'était après les Fast et tout. Donc voilà, il a dit on va faire Shazam d'un côté et Black Adam de l'autre. Ok. Donc Shazam 1 sort et il n'y a aucun élément qui servirait de référence à Black Adam. Puis le monde continue de tourner, Black Adam sort et on apprend effectivement que Dwayne Johnson a vraiment voulu passer en force auprès de Warner Bros pour ramener Superman, parce qu'en fait il voulait pas du crossover avec Shazam, mais il voulait juste que Black Adam affronte Superman. Pareil, dans une espèce de crise d'ego, de concours de quéquette, de dire mon Black Adam, à moi The Rock, est aussi fort que Superman, le plus grand héros de l'histoire de DC Comics, etc., etc. Ce qui est pas une surprise, depuis qu'il a commencé à prendre le rôle, il a toujours, il a posté des articles, des illustrations, on voyait Black Adam qui se tabassait avec Superman et tout. Et donc il a tenté un coup de poker, il a été voir Walter Hamada, David Zaslav. Et il a dit voilà, ce qui va se passer, c'est que moi et ma boîte Seven Bucks, on va reprendre les commandes de l'univers DC après Walter Hamada. On va faire un crossover qui va être Black Adam versus Superman, et pour ça il faut que j'ai Superman à la fin du film Black Adam avec Henry Cavill. Donc là Zaslav dit oui, et Michael De Luca dit oui. On met Henry Cavill à la fin, on lui refait un petit contrat viteuf, il arrive à la fin, donc toujours pas de lien entre Shazam et Black Adam. Et ce qui se passe ensuite, c'est que, en fait, Zaslav, déjà, des mecs chez Warner sont vénères. Comme ça, ils contournent tout le monde pour aller voir directement le patron pour dire c'est moi maintenant le nouveau capitaine DC. Ça passe pas. James Gunn arrive. Et là, il dit, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas, ce truc, gros. Et apparemment, à l'intérieur, tout le monde était un peu mécontent d'avoir repris Cavill, alors que Walter Hamada et ses quelques fidèles y étaient largement opposés. Et donc, dans Flashpoint, il aurait dû y avoir un caméo d'Henry Cavill qui a été coupé au montage. Et donc finalement, Shazam Fury of the Gods sort dans l'indifférence générale, puisqu'il n'a pas été aidé par Black Adam ni par le moindre autre film précédent. Et donc il se vautre, pour l'instant. Et donc ce que The Wrap nous a appris, c'est qu'en fait il devait y avoir au départ, à la fin de Black Adam, une scène post-générique dans laquelle Aldis Hodge, Hawkman de la Justice Society, allait en fait embaucher Billy Batson, donc Shazam, pour rejoindre leur rang. Et on imagine pour préparer soit un Black Adam 2, soit un crossover Shazam v Black Adam, soit un film Justice Society dans lequel Billy aurait été le plus puissant personnage à la Superman. Bon, évidemment, du coup, Dwayne Johnson, il a appelé, il a dit non, moi c'est Superman ou c'est rien. Ouais, et le truc, c'est qu'ils ont voulu du coup la reporter dans le Shazam à la place. La même scène, c'est-à-dire faire intervenir Hawkman et Cyclone dans la scène post-générique de Shazam Fury of the Gods. Et là aussi, en fait, il y a eu le veto. Personne a dit non. Ouais. Alors que tu pourrais dire qu'effectivement, déjà, Shazam 2, il sort après Black Adam, qui a déjà été annulé. Il sort à un moment donné où en plus Dwayne Johnson n'est pas du tout dans le film, tu vois, parce que tu pourrais dire que Black Adam c'est son film, effectivement il veut pas que ça se termine par mais là il empêche des gens qui ne sont même pas lui en fait. Voilà, parce qu'il a pas créé la Justice Society. Non, tu vois, il est probable que Warner Bros à un moment donné voulait se dire tiens, si on faisait un spin-off sur la Justice Society, mais là il a dit non, ces personnages-là sont apparus dans Black Adam le film, donc c'est chez moi, mon univers, et je ne veux pas me mélanger avec Zachary Levi, ce gros con. Non, mais c'est quoi ce malade? Duo de gros cons, quoi. Enfin, bataille de gros cons. Et du coup, Zachary Levi a partagé l'article sur Instagram avec des emojis un peu marrantes. Donc a priori c'est vrai. C'est vraiment un truc assez étonnant. Alors Johnson n'a pas réagi là-dessus. Il a dit en interview en disant qu'il l'avait partagé justement pour que en fait on puisse. C'est pas pour blâmer quelqu'un, c'est pas pour forcément dire c'est de la faute à Dwayne Johnson, je sais pas quoi. C'est pour dire en fait il se passe des choses et donc c'est juste pour que tout le monde soit bien au courant en fait que voilà il y a des choses sur lesquelles en fait parce qu'en fait j'ai pas envie de spoiler mais disons qu'il y a un personnage qui apparaît dans la scène post-générique au final qui a un lien avec James Gunn et justement et les gens en fait ont fait des reproches en disant ouais gna. Qui ça peut être oui et qu'est-ce qu'il a fait chez DC James Gunn déjà oui non mais voilà mais et en fait c'est juste pour dire non en fait si ce personnage là apparaît c'est pas à cause de James Gunn, c'est parce qu'en fait c'est Dwayne Johnson qui a juste en fait empêché la scène originale de se faire.
Bah oui, parce que de toute façon, Gunn, il a déjà dit, il y aura pas de suite à Shazam. Et puis Gunn, il était pas là à ce moment-là. De toute façon, D'ailleurs, même quand ça a été qu'il ait tourné. laissé faire ça, en fait. Parce que c'est quand même là, en l'occurrence, ouais, bon, moi, je voulais pas spoiler, mais bon, Arnaud, du coup, bah, j'imagine que vous êtes pas trop con, vous avez compris qui c'était. Non, Mais, les gens ont peut-être pas forcément compris, hein, donc tu ne le diras pas. Il a 2 projets chez DC, James Gunn. Mécaniquement, ça. Non. Tu vois, ouais, d'accord, ok, très bien. Non, je pense mais que donc, c'est pas si évident. A priori, cette scène-là ne sera nulle et non avenue, comme dirait Raphaël Antoven. Il n'aura pas de conséquences ultérieures. Et en parallèle de ça, effectivement, donc les mecs de Warner Bros disent que c'est à cause de Dwayne Johnson si le film se pète la gueule et tout. Très honnêtement, il est possible que s'il y avait eu le sentiment, une sorte de connexion entre Black Adam et Shazam, comme à chaque fois qu'il y a une pause générique, ça aide un petit peu le film d'après. Oui, peut-être. Peut-être qu'il aurait un peu mieux marché. Maintenant, il faut qu'on arrête de se raconter des cracks. Le film, il était décalé à cause du Covid. Il a eu une campagne de promo dont tout le monde s'est battu les couilles. Il avait pas particulièrement l'air attrayant. Il n'a pas l'air très beau. Il a pas l'air très bon. Et d'ailleurs, la preuve, quand David F. Sandberg, il dit, ouais, mais moi, les critiques, ils ont dit, le film n'est pas bon, alors que les fans, ils ont adoré. T'as envie de dire, ouais, mais les fans, ils ont été 3 à aller le voir, en fait. Donc, peut-être que c'est ça, en fait, le problème, c'est que personne n'avait envie de voir ce film. Nous, depuis des mois, on en parle. Puis il y a un désintérêt général. Aussi parce que maintenant, tout le monde sait aussi que voilà, il y aura pas de suite après. Et c'est aussi dans cette façon qu'on a eu, avec le MCU notamment, et la façon dont Warner... Tu penses qu'il y aura pas de suite après. Mais tu vas quand même aller le voir en disant, putain, ce truc, il va être bien, le film. Oui, mais alors parce que là, que personne s'est dit ça, tu vois, c'est peut-être ça le problème, en fait. Je sais pas. Écoute, moi, Aquaman 2, j'ai quand même envie de le voir, tu vois, c'est... Ouais. Donc, t'as pas aimé le premier, toi. C'est ça. Allez, Corentin, le premier. Dernière news, et on termine là-dessus. Justement, on parlait de James Gunn, qui sera donc bel et bien le réalisateur de ce Superman Legacy qui doit aborder le nouveau chapitre de DC au cinéma en 2025. Avec la petite histoire larmoyante. Par rapport à son père, ouais, où ouais. il a donné la date de sortie du film sans le vouloir à l'anniversaire de son père. Voilà. Qui n'est plus en vie. Voilà, c'est son frère qui lui a écrit quand il a vu l'annonce publique et il avait pas fait gaffe, en fait. Ouais. Bon, c'est une belle histoire, mais bon, je sais pas trop quoi en faire, moi, j'avoue. Rien. Justement, c'est pour ça qu'on l'a pas traité. J'ai foi en James Gunn. Bah si, on l'a traité, je l'ai écrit quand j'ai écrit Superman Legacy réalisé par James Gunn, j'ai mis l'anecdote. Ah, t'as mis l'anecdote? Okay, oui. Je fais mon travail, monsieur. Oui, ok, très bien. Je sais pas trop quoi ajouter, en fait. James Gunn, c'est un bon réalisateur. Est-ce qu'il aura les épaules ou le style nécessaire pour un film Superman? Lui, il est quand même plus épanoui dans le crado et les héros un peu cassés, les héros un peu, comment dirais-je? J'ai pas envie de dire triste, parce que c'est joyeux triste, mais les héros, tu sais, qui ont des complexes d'infériorité, qui ont du mal à s'entendre avec d'autres gens, qui sont les marginaux, mais quelque part, Superman, c'est un marginal aussi, hein. Il est quand même... Est-ce que tu verrais Superman faire des blagues de cul à la Star-Lord, Pas du tout, mais par contre je le vois très bien être dans cette figure du mec qui est craint et rejeté par une partie de la population parce que justement par sa nature d'étranger, littéral. Moi j'aurais quand même préféré que juste il le supervise ou qu'il l'écrive et que on trouve un autre metteur en scène, un Brad Oui, mais Bird, le fait est que s'il l'écrit de toute façon, du coup, sur ta peur des blagues, ce serait là qu'il réalise ou pas. Non, parce qu'un réal après s'approprie le script. Tu vois, regarde Man of Steel. C'est autant un film de Goyer qu'un film de Snyder qu'un film de Nolan, tu vois, la Sainte Trinité, chez DC en tout cas. Donc je sais pas, en fait. Moi, tu vois, j'aime beaucoup James Gunn, il m'a encore une fois jamais déçu, mais c'est juste, à mon avis, peut-être, Superman ne me paraît pas correspondre à son style, même si je sais que c'est un geek qui ira chercher les idées aux bons endroits. Donc j'ai envie de dire qu'on verra bien, mais je suis pour l'instant ni enthousiaste ni j'attends de voir. T'attends de voir, très bien. Ok, et bien sur cette position de Suisse. Hein? Ton avis, Arnaud, sur la news? Moi je suis chaud, moi. Moi j'ai confiance. Moi j'ai totale confiance en Gunn. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît les personnages, c'est quelqu'un qui aime ce personnage, c'est quelqu'un qui aime aussi les comics. Il l'a déjà montré juste en l'espace de moins d'un an, de moins même d'une demi-année, qu'il a fait beaucoup plus pour les comics. Juste en parlant en fait que Kevin Feige pendant 10 ans voire 15 maintenant. Donc non, moi je suis plutôt, oui, effectivement, c'est pas forcément le personnage sur lequel on l'attend, faut voir l'exercice de style, mais je suis assez confiant dans sa nature de nerd en fait pour qu'il sache de quoi ça parle Superman en fait et qu'il s'entoure des bonnes personnes pour vraiment montrer en fait c'est quoi ce personnage. Non pas que la version de Snyder me déplaise, moi j'ai toujours dit que je kiffe Man of Steel que j'aime bien ça, la version de Superman, tout en comprenant que c'est pas du tout le personnage tel qu'il a été pensé dans son essence, mais je comprends pourquoi Snyder a voulu le présenter comme ça. Maintenant, j'espère juste que James Gunn en fera un aussi bon Superman que celui qu'on peut voir dans Superman et Lois, hein, notamment. Qui écoutera de la musique.
comme Ouais, tous les personnages. Ouais, sûrement, peut-être. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse le plus non plus. Une bande son avec que des groupes. Je t'avoue que partons les goûts musicaux de James Gunn, je m'en bats les couilles, quoi. C'est super important dans sa narration. Le mec fait des films et des séries pour faire des playlists, hein. Oui, mais moi, c'est pas une scène où Superman va danser dans l'espace, hein. C'est avec un casque sur les oreilles, c'est sûr. Non, ça, je pense pas. Non, justement, je ne pense pas. Mais on verra bien, on verra. Écoute, pareil Kebab sur Superman qui danse dans l'espace. Non, qui danse. Superman qui danse. Superman qui danse? Superman qui danse, pareil Kebab. Pareil Kebab là-dessus. On se retrouve en octobre 2025 pour le résultat de ce pari et en attendant, on espère que vous avez passé un agréable moment en les écoutant. On vous rappelle que vous pouvez nous soutenir tout simplement en partageant les podcasts sur les réseaux sociaux un petit peu partout pour faire découvrir l'émission au plus grand nombre parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent aux comics et aux adaptations sans le savoir forcément. Donc voilà, il faut leur faire découvrir le podcast. Et bien nous avons une page Tipeee sur laquelle vous pouvez également nous soutenir et on remercie toutes les personnes qui le font déjà. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!